Guillaume Bernard, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors Guillaume Bernard, je rappelle vos ouvrages La guerre à droite aura bien lieu, et ça elle a eu lieu, et elle continue d'ailleurs, et c'était chez Desclés de Beauvert, et De colère fracassée dans l'ignorance chez Homme Nouveau. Alors Guillaume Bernard, vous avez assisté comme nous, vous avez voté aussi peut-être, enfin en tout cas ça c'est votre droit ou pas, ou à votre discrétion, mais je voudrais savoir un peu, quand vous entendez tout cela, quand vous avez entendu tout ce qui se passe depuis dimanche dernier, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une chose très claire, c'est que les intérêts politiciens sont dominants et que ça explique en grande partie le taux de participation qui, mine de rien, a été, somme toute, très mitigé, hein. On sait que normalement au municipal, il y a un taux d'engagement élevé de la part des Français, Oui. mais depuis maintenant une cinquantaine d'années, ça ne cesse de baisser. Alors il y a eu une petite remontée de la participation par rapport à 2020. Mais Mais c'est vrai qu'en 2020, il y avait le Covid, donc ça voilà, explique, je dirais, la chose. bien sûr. Mais par rapport à 2014, eh bien, la participation n'est pas très, comment dire, n'est pas très très bonne, mine de rien. Donc voilà, les magouilles politiciennes, les tergiversations, vous l'avez dit en début d'émission, je trouvais ça effectivement très drôle, les fusions, les accords techniques, etc., qui en fait dissimulent des intérêts politiciens. Les Français ils n'en sont quand même pas complètement dupes et donc du coup ils se détournent des urnes. Ce qui fait que on a deux conséquences. Une Ouais. conséquence, c'est que bien souvent, je dirais, le vote va se faire plus contre que pour, et ça, c'est quand Mhm. même relativement ennuyeux. Et puis, il y a une deuxième conséquence, je crois qu'elle n'a pas été peut-être suffisamment évoquée, c'est qu'il y a un éparpillement du vote, hein, un Ouais. éparpillement du vote, ce qui fait qu'on n'a pas, comme on a pu l'avoir par exemple en 1977, où il y a eu vraiment une tendance très lourde qui a annoncé au municipal de 77 la victoire de François Mitterrand en 1981. On Mhm. n'a pas pour ces municipales une tendance lourde qui permettrait de présager ce qui va véritablement se passer à la prochaine présidentielle. Alors, Et alors, l'éparpillement, il se traduit, je crois, alors là, pour le coup, ça a été un peu plus évoqué, mais je crois que ça mérite d'être dit, oui. ça se traduit par une double cassure. Il y a d'abord la cassure très claire qui a été mise en exergue notamment par Christophe Guilluy, entre d'un côté les métropoles et Mhm. le reste de la France, ce qu'il appelle la France périphérique. Périphérique, oui. Mhm. Ça c'est quand même très très clair. Et puis une deuxième cassure qui est moins géographique et plus sociologique, c'est ce que je propose, je dirais, de distinguer en reprenant d'ailleurs une formule de Jérôme Fourquet, qui est d'un côté le vote national et de l'autre côté le vote communautaire. Ça veut On dire a expliquer, oui, eh expliquer. ben, le vote national, c'est celui qui, indépendamment, je dirais, du bulletin, mais je dirais, va voter avec, je dirais, en tête, dans l'intention, je dirais, d'exprimer un choix politique. Mhm. À l'inverse, il y a ceux qui votent, je dirais, en fonction d'intérêts communautaires. Alors, ça Ouais. va être les bobos, ça va être le vote d'origine immigrée, Mhm. ça va être différents intérêts qui vont prédominer plutôt que, je dirais, une vision politique globale des choses. Mhm. Et ça, c'est quand même très significatif. On le voit en particulier dans les métropoles, mais pas que, mais en particulier effectivement dans les métropoles où on a, je dirais, une juxtaposition de votes qui sont parfois étrangers les uns aux autres dans leur motivation, mais qui vont être susceptibles d'être additionnés par Ouais. ce que vous avez évoqué en début d'émission, c'est-à-dire les alliances, les convergences politiciennes. Et tout ça, c'est quand même très inquiétant, je dirais, quant à l'état d'esprit, je dirais, du pays, c'est-à-dire, oui, sur le fait que on a un débat qui est des oppositions qui sont, je dirais, très rudes, très sectaires, si vous voulez. Quand on en arrive à expliquer qu'il faut faire l'alliance des gauches à Toulouse contre Monsieur Moudinque parce Ouais. que c'est un front antifasciste, Ouais. enfin, écoutez, les bras nous en tombent. Ouais. Quand
Madame Trottmann, ancienne maire PS de Strasbourg, fusionne avec le MoDem et elle se fait retirer, vous l'avez dit, son étiquette PS, les bras nous en tombent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une exacerbation, je dirais, des étiquettes qu'on cherche à rendre disqualifiantes. C'est très intéressant. Ce que je trouve, cela dit, quand même extrêmement instructif, et là pour le coup, ça va, je l'espère, réveiller un certain nombre de nos compatriotes, c'est que l'étiquette antifasciste, enfin le combat antifasciste ou antifasciste, moi je dis fasciste parce qu'il n'y a pas de H, hein, mais on peut dire l'un ou l'autre. Hein. Bon, le combat antifasciste se révèle pour ce qu'il est, c'est-à-dire du terrorisme intellectuel. Le fait de vouloir mettre une étiquette infamante sur quelqu'un, quel qu'il soit, simplement parce qu'il n'est pas à gauche. Hein. Et si vous me permettez une expression un peu moins scientifique et un peu plus triviale, c'est une vaste fumisterie. Bon, alors on le sait. On le sait depuis très longtemps, mais là, peut-être que les choses se révèlent très clairement. Je vous rappelle quand même que dans les années 50, avant même l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, avec la Ve République, il y avait une affiche du Parti communiste. Elle n'était pas estampillée PC, mais elle était issue de la mouvance communiste, où l'on voyait Marianne bâillonnée par derrière par De Gaulle, et le slogan de cette affiche était « Le fascisme, c'est lui ». Bon, donc si vous voulez, il faut être sérieux. Hein. Je dirais qu'au moins ce deuxième tour des municipales vont permettre de révéler ce que cette stratégie de désignation d'un adversaire fasciste est une bouffonnerie. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça empêche le PS de la plupart du temps, de se donner pieds et poings liés à LFI. Hein. Ce qui est, me semble-t-il, de mauvais augure quand même pour la prochaine présidentielle. Alors, tout le monde ne le fait pas. On peut quand même reconnaître que Glucksmann a été ferme sur la question, qu'il a été clair sur la question, lui au moins. Lui a été très clair sur cette question. Il faut quand même lui rendre hommage. Malheureusement, cher Guillaume Bernard, si vous savez ce que disait Michel Audiard, les poissons volants existent, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Non. Et Glucksmann, non, mais c'est très bien. Mais comment vous expliquez, justement, creusons un peu, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, votre analyse. Comment vous expliquez, non pas cette exacerbation, vous avez rappelé que De Gaulle était traité pratiquement de SS, d'ailleurs, en 68, on disait CRS-SS, bon, ok. Ça, c'est une chose. Mais comment vous expliquez aujourd'hui que d'un côté, le fascisme commence, allez, pratiquement, dès qu'on est à la droite de Mélenchon, on est fasciste, pratiquement, hein, ça commence au LR, etc. Et surtout, comment vous expliquez quand même, et ça, c'est vraiment, j'aimerais avoir, que vous avez quand même, du côté de la France insoumise, vous avez un discours très cohérent, je dirais pas de sectaire, mais enfin, très, très structuré, à celui où tout le monde marche au pas. Alors que du côté de la droite, enfin de ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, vous avez un discours complètement éparpillé façon puzzle, et complètement déstructuré, je dirais. Moi, ça me frappe beaucoup dans cette campagne. Je ne parle même pas du RN, qui pratiquement fait un discours extrêmement mezzo voce, comme d'habitude. Nous, on est les plus calmes possibles et on l'attend. C'est cette espèce de différence de discours, de différence de tonalité, de décibels, moi, me frappe beaucoup. Alors, vous avez parfaitement raison. Ça ne m'étonne pas hein, de la part de votre part, puisque vous êtes un observateur de la vie politique française depuis de nombreuses années. Je crois que vous avez mis le doigt sur une chose essentielle. La gauche s'assume en tant que gauche. La gauche a un logiciel intellectuel qu'elle, je dirais, développe sans aucun complexe. Alors après, en insistant en fonction des partis sur tel ou tel point, mais il y a dans le fond des convergences idéologiques qui permettent, au nom d'intérêts politiciens, de faire ces unions. Et LFI en particulier a réussi avec Mélenchon, qui est
grandement intelligent, il faut bien le reconnaître, a réussi à faire, dans le fond, la fusion, vous savez, des quatre gauches que Jacques Julliard avait identifiées, hein, la gauche autoritaire, la gauche collectiviste, la gauche anarchiste, et puis la gauche libérale ou libertaire. Bon, donc il a réussi à faire cette coalition, et la gauche n'a aucun complexe à mettre de côté leurs éventuelles petites divergences pour obtenir un résultat politique. La droite, la droite, il faut reconnaître deux choses. Un, il y a peut-être un état d'esprit un peu individualiste, un peu égocentrique, qui évidemment fait que les intérêts individuels peuvent parfois l'emporter sur le bien commun. Et puis, il y a une deuxième raison plus profonde, c'est qu'en fait, la droite, elle s'est pendant des décennies contentée de se dire qu'elle était meilleure gestionnaire, qu'elle n'avait pas besoin de réfléchir sur les enjeux idéologiques, sur les mœurs, la bioéthique, la culture, et toutes ces questions-là les a abandonnées à la gauche. Et donc, quand elle est amenée à devoir, je dirais, afficher ce qu'elle est, faire des propositions réelles, concrètes sur tout un tas de domaines, eh bien, elle est effectivement démunie. Et je ne cesse de dire, moi et d'autres naturellement, que il faut d'abord réfléchir aux enjeux doctrinaux, non pas pour faire campagne, sur de la théorie politique ou de la philosophie politique, mais il faut d'abord se positionner sur un tas de questions, sur un ensemble de questions avec une certaine clairvoyance, et ensuite on déroule un programme, on déroule un discours, mais à condition que l'on ait un socle, je vais dire doctrinal ou idéologique. Et cet effort-là, la droite ne l'a toujours pas fait, et c'est ce qui explique évidemment, je dirais, cette incohérence et cet éparpillement. La gauche n'hésite pas, elle, à affirmer et à assumer ce qu'elle est. Vous avez diffusé un extrait de Johanna Roland, hein, PS, maire PS quand elle accuse son concurrent, qui est de droite très modéré, hein, qui a fait alliance avec la Macronie, bon, elle l'accuse d'être l'incarnation du patriarcat, mais ça montre bien le continuum idéologique qu'il y a entre les différents courants de gauche, et je remarque que son adversaire de droite ou de centre-droit, n'a pas osé lui dire que oui, d'une certaine manière, il assumait le fait que pendant des siècles en France, et y compris d'ailleurs dans le Code civil napoléonien, eh bien, on mettait en avant le fait d'avoir une bonne gestion de bon père de famille, et que ça n'est pas infamant de défendre l'idée, effectivement, qu'il y ait un chef de famille, qu'il y ait un intérêt, je dirais, à défendre ces institutions sociales traditionnelles. Vrai, mais... La droite a honte de ce qu'elle est, et je pense que c'est en assumant ce qu'elle est qu'elle pourra effectivement reconquérir du terrain. Oui, et non, mais effectivement, Guillaume Bernard, je crois que vous êtes tout à fait vous frappez à l'eau. C'est du saut du bon sens, comme on dit. Et ce qui est très frappant, enfin, en vous écoutant, je me disais que ça me rappelle le fameux think tank PS Terra Nova, vous savez, qui disait oui, la gauche a perdu effectivement le prolétariat, hein, ils sont plus là, ils sont ailleurs, abstention ou RN, et il faut se retourner vers les femmes, les immigrés, etc., LGBT et autres. C'était vraiment le retournant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit oui, mais la gauche a perdu le social et en choisissant le sociétal, sauf que d'un autre côté, la droite n'a pas compris qu'elle devait aussi s'inquiéter du sociétal. Mais le paradoxe quand même, et je voudrais finir là-dessus, Guillaume Bernard et Avoua, c'est que la dernière manifestation de masse qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est la droite ou c'était, je rappelle, la manif pour tous, en réaction au mariage pour tous, où il y a eu 1,5 million de gens qui sont descendus dans la rue, pour dire, bon, écoutez, le mariage pour tous, d'accord, mais enfin, la GPA et tout ça, c'est pas ça du tout, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette partie de la population, je dirais pas droite ou gauche, a perdu de sa cohérence, a perdu surtout de son appétit et de sa niaque à réagir, comme il avait fait au moment de l'école libre sous Mitterrand, vous voyez, au moment de la loi Aubry, de l'école Aubry. Qu'est-ce qui fait que ça a été perdu, et qu'est-ce que surtout, et c'est ma question, qu'est-ce qui fait pour retrouver un espèce de sens de l'identité, de la nation, sans que ce soit extrême droite, parce que ça n'a rien d'extrême droite, encore une fois.
Je crains dans le fond que on ne s'habitue au fur et à mesure des glissements successifs et qu'il y ait des effets cliqués qui fait qu'ensuite on n'ait pas le courage de revenir à la matrice des choses, de revenir à l'origine des choses, Oui, et que dans le fond on voit là, je dirais comment dire la défaillance du concept de conservatisme. Vous savez, quand on lit attentivement un auteur comme Burke, ou quand on regarde effectivement des Chateaubriand, hein, qui est oui, l'incarnation du 19e siècle, on se rend compte que le conservatisme, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose, je dirais, au progressisme, c'est quelque chose qui veut que l'évolution soit lente, qu'elle ne soit pas brutale. Là, je crains qu'effectivement la droite, eh bien, se contente, je dirais, de vouloir simplement freiner l'évolution progressiste de la gauche et qu'elle ne cherche pas à s'y opposer frontalement. Voilà, me semble-t-il, le cœur de la comment dire, de l'évolution et de la défaillance intellectuelle de la droite. Et beaucoup de nos amis disent, eh bien, n'oubliez pas les leçons de Gramsci, il faut reconquérir culturellement les esprits pour ensuite pouvoir les convaincre politiquement. J'aurais tendance à vous dire que, eh bien, dans le fond, ce qu'il faut sans doute, c'est d'abord reconstituer le tissu social, reconstituer les solidarités naturelles par des associations caritatives, par des institutions scolaires, par des mouvements de jeunesse, etc., par la défense du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, et que c'est par cette reconquête du terrain que petit à petit, ce qui est véritablement de droite et pas simplement à droite pourra reprendre de l'espace politique. Cela étant dit, il faut quand même pas négliger, je dirais, comment dire, les aspects positifs qu'il y a quand même, je dirais, dans ces élections. On constate que, eh bien, il y a tout un ensemble de maires sans étiquette politique particulière qui oui, tout essayent à fait. au jour le jour de réaliser le bien commun dans leur commune, et ceux-là sont, eh bien, très souvent réélus dès le premier tour. Et ben ça, au moins, c'est quelque chose de C'est vrai, satisfaisant. on l'a Et vu. plus, Oui, oui, oui. qui est un phénomène plus important que la magouille politicienne. Simplement, la magouille politicienne, elle va avoir des conséquences sur la présidentielle, et ça, je dirais, plus inquiétant. Ah, Voilà, c'est parce que la sûr. gauche est dans les mains de LFI. C'est sûr. En tout cas, ça, c'est absolument clair. Après, comme vous dites, beaucoup ont été réélus. Et puis, il ne faut pas exagérer. La France ne s'est pas rangée, n'est pas tombée comme ça dans la potion pas très magique de tel ou de tel secte, j'allais dire secte, en tout cas de tel ou tel camp. Et comme vous dites, le pire n'est pas toujours sûr, heureusement. Mais effectivement, il faudra faire attention à ce que De Gaulle appelait, c'est ce remue-ménage des cuillères, des petites soupes dans les petits pots. Parce que là, on sent que la tendance Troisième République ou Quatrième République est en train de revenir à grands pas, pour le meilleur ou pour le pire. Merci Guillaume Bernard. Je vous en prie, André Merci. Berkoff. À À bientôt. bientôt. Berkoff sur le vif,